Donc l'objectif de l'atelier, là, c'est au travers d'un profil cultural, c'est pouvoir parler de la problématique de structure des sols, en fait, tout simplement. Pour parler de ça, on va parler, on va faire un constat visuel sur ce qu'on voit, en fait. On va parler de matière organique, puisque la matière organique est importante dans les sols. On va parler de vers de terre, parce qu'eux aussi sont importants dans les sols. On va parler des solutions qui peuvent exister pour, je dirais, améliorer cette structure ou corriger un défaut qu'on a pu constater. Et puis, dans ces solutions qui peuvent exister, il y a bien sûr le chaulage, en fait partie, et on parlera notamment du chaulage, mais en préambule de où est-ce qu'on va mesurer l'acidité, comment est-ce qu'on mesure l'acidité et qu'est-ce qu'on peut choisir comme produit en fonction des situations. Faisons un premier constat par rapport au profil. Donc déjà là, pour vous expliquer, on n'est pas sur du granit, on est sur des micaschistes. Donc c'est majoritairement, enfin la roche c'est du quartz et vous allez retrouver des parties en feuillet comme ça. C'est une roche métamorphique, sédimentaire métamorphique. Ça c'est pour le premier constat. Le deuxième constat, on voit effectivement plusieurs zones. Alors, il y a effectivement une zone qui va être une trentaine de centimètres, beaucoup plus brune, et puis une zone où on va passer un petit peu entre les deux, mais on va assez rapidement sur une couleur plutôt argileuse, orange, etc. Cette couleur brune, elle est due à quoi? Matière organique, très juste. On voit bien la zone qui est travaillée, et puis après vous avez effectivement la profondeur de sol avec, on va toucher là-dedans, commencer à toucher la roche-mère. Donc là, on peut regarder à la mobilité, là, ces meubles quand même ici. Par contre, on va arriver à un endroit, ici, là, où c'est plus dur. C'est dû à quoi? La charrue. La semelle de labour, en fait, tout simplement. Donc là, on trouve pire que ça, mais il y a quand même ce phénomène-là. On le voit au niveau du système racinaire. Vous voyez que le système racinaire, il s'est bien développé dans cette couche-là. On va en retrouver effectivement un peu plus bas. On arrive même à en retrouver encore plus bas. Mais on ne peut pas dire que ça perfore quand même relativement bien et ça va au fond. Quel intérêt de ces racines profondes? Chercher l'eau. Ça veut dire que là, cette semelle de labour, elle est préjudiciable en temps de sécheresse avec un stress hydrique important, puisque finalement, la plante n'aura pas permis d'aller chercher, d'aller collecter l'eau un peu plus bas. Qu'est-ce qui permet de perforer cette couche aussi? Les vers de terre. Et les vers de terre, on le voit, normalement, on devrait voir beaucoup plus de galeries. Des galeries ici, on devrait en voir, des galeries noires, parce que les vers de terre vont chercher. Mais là, on ne le voit pas en fait. On en voit un petit peu ici, je ne sais pas si vous voyez, un petit peu là, peut-être rafraîchir. Là, ici, vous voyez, hop là. On en voit ici un peu, là on voit bien qu'il y a une... elle doit partir derrière, mais il y a effectivement une galerie de vers de terre, mais il y en a très peu en fait. Donc le problème de ce sol-là, c'est qu'il y a vraisemblablement une couche qui empêche de traverser en fait. Alors, on peut parler de matière organique. C'est quoi les rôles de la matière organique? Puisque là, il y a une zone où il y a beaucoup de matière organique et vous êtes en Bretagne où il y a beaucoup de matière organique. C'est quoi le rôle de la matière organique? Nourrir la plante? Oui. Alors, il y a un rôle chimique. Chimique, c'est comment? La vie du sol. La vie du sol, ça c'est le rôle biologique. Et il y a aussi un rôle physique. Le rôle physique, c'est d'accompagner les argiles, de faire un sol aéré, qui respire, etc. Donc ça, c'est le rôle physique. C'est aussi lié au fait de la rétention en eau. La matière organique, c'est un peu comme une éponge, ça permet de retenir l'eau et de grumeler le sol, de faire un sol aéré. Rôle chimique, parce que ça va participer avec les argiles à créer votre réservoir. Il faut savoir que sur ce type de sol, votre grandeur de réservoir, elle est due à plus de 50% à votre matière organique. Donc d'où l'importance de ça. Et un rôle biologique, effectivement, puisque c'est là que vont se nicher les bactéries, la vie microbienne du sol, principalement. Et là, on peut parler des vers de terre. Les vers de terre, eux, consomment de la matière organique. Alors vous avez des épigées, c'est les petits vers de terre qu'on va trouver en surface, mais que là, qu'on ne verra pas, que vous allez plutôt trouver dans des composts ou dans des vieilles bousses de vache, dans les prairies, par exemple, vous allez retrouver ces petits vers de terre qui sont très foncés et pas très grands. Vous avez, eux, ils sont essentiellement en surface, ils ne font pas de galeries. Vous avez les endogés. Les endogés, ils sont dans la couche intermédiaire. Ils font des allers-retours de façon horizontale. Ils vont créer des galeries horizontales. Ils vont consommer de la matière organique. Ils vont faire un aspect grumeleux, qui est aussi très intéressant pour la rétention en eau des sols. Et puis, vous avez les anéciques, responsables de ça, en fait. Les galeries qui sont verticales et qui permettent aussi au sol de laisser passer l'eau, de laisser passer les racines. Ces galeries sont souvent utilisées par les racines pour pouvoir coloniser le sol, donc c'est aussi très important. D'accord? Si on veut aborder maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la structure d'un sol? Quelles sont les possibilités pour améliorer la structure d'un sol? Les compacteurs.
Des compacteurs. Solution mécanique, c'est du curatif. C'est dire j'ai une semelle de labour, il faut que je la casse, je passe un décompacteur. Comment? Exactement, qui passe dessous, qui va souffler cette couche, qui va la fissurer. Et ça, pour le faire, il ne faut pas le faire en conditions trop humides, parce que vous allez sinon créer un sillon, vous lissez, ça ne sert à rien. Il ne faut pas le faire en conditions trop secs, parce que vous allez faire des gros, vous avez éclaté, mais vous allez faire des gros morceaux. Il faut le faire en conditions un peu ressuyées, en fait. Ça, c'est la première chose. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Alors c'est ce qu'on peut retrouver dans des techniques culturales simplifiées, c'est-à-dire qu'on va faire attention aux engins mécaniques pour pas trop tasser le sol, pas trop le matraquer, etc. Ça c'est une autre solution. Vous avez quoi d'autre? Ne pas laisser un sol nu. Des couverts végétaux. Et ça vous le verrez dans l'atelier suivant. Les couverts végétaux vont pouvoir permettre parfois de casser, de fissurer, en fonction des couverts que vous utilisez, les couches qui sont un petit peu compactées. Sur le choix des couverts végétaux, vous aurez de l'autre côté beaucoup plus de précision quant au choix de ces couverts végétaux et par rapport à ce que vous voulez en faire. Parce qu'il y a d'autres rôles, hein, il y a capter les nitrates, etc. Mais il y a vraiment aussi, ça peut avoir un rôle physique. Vous avez aussi une autre solution. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre pour améliorer la structure du sol? La rotation. La rotation, c'est-à-dire changer un petit peu les cultures pour avoir un changement, pas toujours les mêmes cultures sur la même parcelle, essayer de mettre d'autres cultures dans la rotation. Et dernier point, comment on peut améliorer la structure d'un sol? Ben ça c'est notre métier, c'est le chaulage. Pourquoi est-ce qu'avec le chaulage on peut améliorer la structure d'un sol? Parce que tout simplement, vous avez deux rôles dans le chaulage, on l'ignore souvent. Vous avez le calcium et vous avez le carbonate, ou la base, peu importe. Carbonate de calcium. Il y a le carbonate, il y a le calcium. Le calcium, lui, n'a aucun rôle sur l'acidité du sol. Aucun. Le calcium, lui, va venir floculer des argiles, les attacher entre elles pour faire des agglomérats et pouvoir laisser passer l'air, l'eau, les racines, etc. Donc le calcium a un rôle essentiel dans la structure des sols pour accompagner, je dirais, la floculation des argiles. Alors, si on décide qu'il faut chauler, il faut déjà déterminer si on est dans une situation, quel est notre statut acido-basique. Au niveau acidité, on en est où? Qu'est-ce qui nous permet de mesurer l'acidité d'un sol? Le pH, tout à fait. Le pHO, on mesure l'acidité d'un sol. Est-ce que vous avez une autre idée? Pour bien comprendre, je vais vous prendre cet exemple-là, c'est pour compartimenter le sol. Dans le sol, on a représenté ici le complexe argilo-humique, avec les éléments qui sont fixés tout autour. C'est votre garde-manger. Il y a 99% des réserves qui sont là. Et dans l'autre côté, on a représenté la solution du sol. C'est qu'à travers, il y a de l'eau, et dans l'eau, il y a des éléments. D'accord? Ce qu'on va faire ici, quand on mesure le pH, eau, on mesure les hydrogènes qui se baladent dans la solution du sol. Et seulement ceci, à un instant T. Ici, quand vous mesurez la CEC, vous calculez la grandeur de la CEC, la grandeur du récipient, puis on calcule les éléments qui sont dedans, le calcium, le potassium, le magnésium. Et par défaut, ce qui n'est pas plein avec le calcium, magnésium, potassium, c'est l'hydrogène. Donc c'est l'acidité. Donc la CEC avec le taux de saturation vous donne aussi une indication sur l'acidité. J'ai un taux de saturation de 70% sur mon analyse de sol, ça veut dire que j'ai 30% d'acidité. Donc quand je regarde mon statut acido-basique, je regarde le pH certes, mais je regarde aussi mon taux de saturation pour voir un petit peu où j'en suis. Sachant que, je vous rappelle, 99% des réserves ici, 1%. Le pHO, il va varier énormément dans le temps, et dans la surface, et dans les différents horizons. Le taux de saturation, lui, ne varie que très peu. Donc c'est une indication qui est un peu plus stable. Mais les deux sont intéressantes. Vous voyez l'importance de regarder à la fois le pH et à la fois le taux de saturation. Le taux de saturation vous dit le contraire que le pH, parce que peut-être que le pH a été fait en hiver dans des conditions plutôt humides, il n'y avait pas de vie microbienne du sol, etc. Donc pas de génération d'acidité. Et là on retrouve un pH qui est finalement assez correct. Il n'est pas représentatif de la réalité. À la sortie du printemps, au pire moment du pH, ce pH-là il dégringole. Et on vient de déterminer s'il faut que je chaule, s'il ne faut pas que je chaule, où en est mon statut acido-basique. Il faut que je choisisse un produit. Alors l'efficacité des produits, elle dépend de quoi? Elle dépend de quoi d'après vous? Du dosage? Du dosage, c'est-à-dire de la quantité qu'il y a dedans, en fait, de la valeur neutralisante du produit? Oui, elle dépend de quoi d'autre? Du prix. Du prix? Ça, c'est une conséquence. Par rapport à la valeur. À la valeur, oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la valeur, mais il y a quoi? Si je vous montre ça, c'est du carbonate de calcium.
Et ça, c'est du carbonate de calcium aussi. C'est quoi l'autre élément qui fait la différence? C'est la finesse, la granulométrie, la finesse. Donc, il y a ça. Et il y a quoi? Il y a un dernier élément qui est important. C'est dans quelle acidité vous allez mettre le produit. C'est-à-dire le sol dans lequel vous mettez votre amendement, est-ce qu'il est très acide, peu acide, pas acide? Pourquoi? Parce que si vous mettez un produit, c'est l'acidité du sol qui va l'attaquer et le solubiliser. Donc pour la solubilisation, si vous mettez un produit dans un truc très acide, ben, si vous mettez ça dans de l'acide chlorhydrique, vous allez effectivement le décomposer, hein, le solubiliser. Hein. L'acide chlorhydrique, il n'y a pas de souci. Ça montre bien que ça dépend dans quel milieu vous allez le mettre. Autrement dit, après, qu'est-ce qui va développer l'efficacité du produit? C'est sa finesse, parce que ça fait 54 de valeur neutralisante. Vous voyez, vous parliez de valeur neutralisante. Ça fait 54 de valeur neutralisante, parce que quand je l'envoie au labo, ils font le calcul dans de l'acide chlorhydrique. Ça représente le potentiel que pourrait avoir le produit s'il était soluble, enfin s'il était rendu disponible. Et ça fait toujours 54 de valeur neutralisante. Donc vous voyez, la valeur neutralisante, il faut s'en méfier. Ça donne une indication sur la capacité potentielle de votre produit à choler, mais pas sur son efficacité propre. Donc après, quand vous avez ce produit, on le broie très très fin, vous avez beaucoup plus de surface de contact et donc un produit qui va être beaucoup plus propice à se solubiliser. Donc le commentaire, c'est de dire quoi? Je suis sur des pH très acides, eh bien, je vais pouvoir utiliser un produit plus grossier en quantité importante pour pouvoir faire ma correction. Je me rapproche de pH qui sont voisins de la neutralité. Il faut que je compense le manque d'attaque acide par une finesse plus grande. Donc vous allez retrouver des produits, des carbonates qui vont de moins fin à un peu plus fin, jusqu'à des produits ce qu'on appelle des produits extrêmement pulvérisés, qui c'est celui-ci. Et puis au-delà de ça, vous avez aussi chez nous la possibilité d'avoir les produits liquides, c'est-à-dire c'est toujours des carbonates micronisés, extrêmement micronisés, mais on ne peut plus les travailler en poudre, parce que ça ne tiendrait pas dans un épandeur. On les travaille sous forme liquide, et là du coup, c'est épandu par Terragator, et vous avez la possibilité d'avoir un produit extrêmement efficace, une peinture au sol, et une réactivité qui est très importante, qui est le summum de la réactivité en termes d'amendement. Ça s'appelle le top flow, et c'est épandu par Terragator. Vous avez également, mais si vous avez des faux salisiers, ben finalement pour complémenter, pour faire que votre lisier soit plus efficace, on incorpore directement ce calcium liquide dans la fosse à lisier, on appelle ça le lisse flow. Ça a quoi comme intérêt? Diminuer les odeurs, valoriser l'azote, le phosphore, potasse, et limiter la volatilisation, voire vraiment limiter au strict minimum la volatilisation de l'ammoniac. Autrement dit, éviter de perdre de l'azote de vos lisiers. Et la démonstration est systématique, hein, entre un lisier, vous mettez sur une parcelle un lisier qui a eu du lisse flow, un lisier qui n'en a pas eu, je peux vous garantir que la valorisation d'un côté est complètement différente de celle où il n'y a pas eu de lisse flow. Et ça, c'est une bonne pratique parce que ça vous permet à la fois, quand on a du lisier, pour une partie du chaulage de l'exploitation tout au moins, de pouvoir chauler en même temps, limiter la volatilisation de l'azote, limiter les odeurs. On a ce type de produit est parfois utilisé notamment en lisier de canard pour simplement, le premier argument c'est presque couper les odeurs en fait. Mais quand on coupe les odeurs, ça veut dire qu'on coupe la volatilisation de l'ammoniac, donc la perte en azote. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez trouver d'autres informations sur notre site meac.fr.